Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Politique et Économie. Notre invité cette semaine, Philippe Béchade. Bonjour monsieur. Bonjour, merci d'accueillir. Philippe Béchade, économiste, président fondateur du laboratoire d'idées Les Éconoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora et de la lettre des affranchis. Vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage, Fake News, Post-vérité et autres écrans de fumée. Depuis mai 2023, vous animez une chronique pour TV Liberté qui fonctionne de mieux en mieux, qui cartonne bien, Les Affranchis. Et dans le cadre des publications Agora, vos publications Agora, vous publiez ce guide pratique de l'achat d'or physique. Avant de commencer cet entretien, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran et je vous invite aussi à nous laisser un maximum de commentaires et à partager cet entretien. Philippe Béchade, commençons tout de suite avec vous. Alors, tout le monde sait que l'or est la valeur refuge par excellence en cas de crise. Alors, pourquoi les métaux précieux, l'or en particulier, sont-ils à ce point à la mode aujourd'hui? La situation est-elle si catastrophique? Alors, la situation, parlons de la France, est délicate. C'est évident. Nos finances sont sur une très très mauvaise trajectoire, tout le monde le sait, avec un déficit de 113-114% du PIB, un déficit 2023 qui a excédé de 154 milliards les objectifs du gouvernement, enfin le collectif budgétaire, donc tout ça est très mauvais. Heureusement, la France a une capacité fantastique à lever l'impôt, voire à inventer de nouveaux impôts, ce qui fait que nos créanciers sont rassurés, et les agences de notation également, ce qui fait que nous n'avons pas été dégradés. N'importe quel autre pays qui aurait des finances dans le même état que les nôtres, et avec, on va dire, l'incapacité de lever plus ou d'aller prélever plus dans l'épargne des Français, un pays sans épargne serait en grande difficulté. Et généralement, ce qui se passe, c'est que la monnaie d'un pays dont les finances partent en vrille, sa monnaie s'effondre. Nous sommes protégés, évidemment, par l'euro, par le bon vouloir de la Banque centrale européenne, par, on va dire, la commisération des Allemands, qui acceptent finalement que la France se surendette en l'échange de pas mal de choses, de la fixation du prix de l'électricité de la façon qui arrange l'Allemagne, ou qu'on passe des contrats auprès de l'industrie allemande. Enfin voilà, c'est un jeu de donnant-donnant. Mais moyennant quoi, on fait mal, mais on n'est pas sanctionné. Donc la crise arriverait à partir du moment où les marchés nous sanctionneraient, c'est-à-dire qu'on n'arriverait plus à placer notre dette, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, mais ce qui ne veut pas dire pour autant que la France va bien, ou que l'épargnant est tranquille. Le gouvernement a promis pas de nouveaux impôts. Il n'y aura pas de nouveaux impôts, mais il y aura plein de ponctions, et notamment sur l'épargne. C'est une évidence. Donc les agences de notation, pour le moment, continuent à suivre Emmanuel Macron. Alors, elle suit Emmanuel Macron, ou elle précède les élections européennes, c'est-à-dire que dégrader la France ou n'importe quel autre pays avant les élections européennes, ça mettrait le pays qui serait dégradé dans une situation de faiblesse. Or, on a justement, on a l'ambition de presque vouloir expliquer à l'Europe et au monde entier ce qu'il faut faire, sur le plan économique, géopolitique. Donc, dégrader la France, ça aurait été effectivement une façon d'affaiblir très fortement la position du président. Donc je dirais que dans cette décision de maintien de notre dette, la notation de notre dette, il y a une connotation évidemment très tactique et politique. Évidemment pas économique du tout. On mériterait 10 fois d'être dégradé. Alors, les cracks financiers ont été nombreux dans l'histoire moderne. Vous les citez dans votre guide pratique de l'achat d'or physique. On peut citer le jeudi noir d'octobre 1929, le lundi noir d'octobre 1987, la bulle Internet en mars 2000, et enfin la crise des subprimes en 2008. Comment ça se produit, un crack? Généralement, c'est l'aveuglement. L'aveuglement des marchés. C'est-à-dire qu'à partir d'un pourcentage d'emballement, tout le monde veut en être, tout le monde veut participer à ce que les Américains appellent une stampede, c'est-à-dire d'un seul coup le troupeau qui charge.
Et tout le monde veut en être. Et celui qui reste derrière dans la poussière, il voit plus rien et il se retrouve complètement largué. Aucun gérant, par exemple, ne veut être le taureau laissé pour compte dans le nuage de poussière. Ils veulent tous être le taureau du premier rang. Mais sur les marchés, comment est-ce qu'on se rend compte qu'un krach va survenir? C'est quoi les éléments, les indicateurs qui peuvent le laisser penser? C'est une excellente question, une façon d'y répondre, mais bien qu'il n'y ait pas de règles. Il y a eu plein d'études universitaires sur comment est-ce qu'on prévoit un krach boursier ou comment on prévoit un séisme. Il y en a qui disent qu'on peut identifier des gaz rares qui s'échappent dans l'atmosphère avant que la Terre tremble. Là, dans le cas d'un krach, c'est, on va dire, l'argent intelligent, qui est un petit peu ce gaz qui s'échappe de la Terre pour s'en aller ailleurs. Donc il faut suivre ce qu'on appelle la smart money. Qu'est-ce que font ceux qui ont été les premiers, par exemple, à jouer une thématique comme les dot-com en 2000, l'immobilier en 2006-2007. C'est une histoire d'information, quoi. Voilà. Les premiers à avoir acheté, quand on commence à les voir sortir, c'est qu'a priori, il ne faut pas rester. Mais des fois, ils sortent 6 mois avant que les choses tournent mal. Donc ils ratent des fois le doublement du prix des actifs. Mais quand ceux qui avaient du flair pour aller sur des secteurs dont personne ne voulait, ou qui étaient très faiblement valorisés, puis d'un seul coup ils commencent à sortir, je dirais que c'est un des signaux précurseur. Sinon, après, la folie des hommes, on ne sait pas la quantifier. Mark Twain disait un marché peut demeurer irrationnel beaucoup plus longtemps que vous ne pouvez-vous rester solvable en étant rationnel. Vous dites, c'est pas possible, ces cours n'ont aucun sens. Et puis un jour, ça corrige. Donc Tesla, maintenant, est à moins 65 par rapport à ses sommets. À un moment, Tesla valait, boursièrement, la totalité des constructeurs automobiles dans le monde, y compris des groupes aussi profitables que Tesla. Encore, on aurait dit, Tesla est tellement plus profitable que Toyota, on comprend que ça vaille de 3 fois Toyota. Non, ça valait 5 fois Toyota et c'était moins profitable. Donc voilà, c'est un krach, c'est d'abord l'aveuglement et l'esprit de lucre, enfin ce qu'on appelle en anglais... L'hubris, quoi. C'est la folie des grandeurs. Le greed, aux États-Unis, c'est-à-dire l'avidité. Et puis c'est, allez, on s'emballe, et puis c'est to the moon, et puis voilà, tout le monde... L'amour du veau d'or, quoi. Oui, on peut dire un petit peu ça. Ces effets à ces krachs, comment se répercutent-ils sur l'épargne des Français, de n'importe quel habitant d'un pays dans lequel se déroule un krach? Tout dépend du domaine que le krach va affecter. 2001, ça laisse l'immobilier relativement intact, le krach des dot-com. Et à partir de 2003, les gens se disent, oh là là, les actions, ça peut se volatiliser, je vais acheter du solide, du concret, je vais acheter de l'immobilier. Hop, ça a gonflé la bulle de 2006-2007 jusqu'en 2008. Mais en 2008, ça a déjà commencé à rebaisser. Là, on a une bulle de l'intelligence artificielle, on a une bulle de l'immobilier, on a une bulle de tout. Alors, la première qui a éclaté, finalement, c'est la bulle de l'obligataire il y a 2 ans, avec le ressurgissement de l'inflation. Donc, qu'est-ce que ça fait à l'épargne des Français, cette bulle obligataire? Parce que là, elle touche tout le monde. En tout cas, tous ceux qui ont de l'épargne, par exemple, en assurance vie, c'est des moins-values terribles. C'est moins 17 depuis 2021. Sauf qu'il y a eu tellement de gains avant que les gens se sont pas vraiment aperçus à quel point, quand même, par rapport au point haut de 2021, ils avaient perdu une bonne partie de leur épargne. Ceux, par contre, qui ont investi dans l'assurance vie, je sais pas, imaginons que vous faites un héritage et en 2021, vous commencez à placer. Là, si c'était dans du sécuritaire, de l'obligataire, des OAT, etc., là, la perte est sévère. Pour les actionnaires, ça peut être moins 50, moins 60 sur le portefeuille en quelques mois. Voilà des conséquences des krachs. Et puis il y a des krachs qui sont plus fâcheux, c'est-à-dire qu'ils ébranlent les structures de l'économie, parce que d'un seul coup, la croissance chute, il n'y a plus de recettes fiscales, l'État est en déficit, et alors là, qu'est-ce que le krach fait? Dans un premier temps, il va bien sûr balayer l'épargne de ceux qui sont investis en actions, qui ne sont pas nombreux, c'est 7-8% par exemple de Français, c'est pas énorme. Donc ceux-là, ils sont rincés tout de suite. Et puis après ça, c'est tout le monde qui va trinquer. Parce que d'un seul coup, il va falloir colmater les brèches au niveau de l'économie. C'est pas que pour les boursicoteurs, les effets d'un krach. Non, ça peut ensuite entraîner des difficultés pour l'État.
Voilà. Alors justement, l'État, comment nos gouvernements agissent-ils sur l'or? Parlons-en, quand survient un krach. Alors, l'attitude constante des États, c'est de dire l'or, ça ne sert à rien, l'or, ils ne peuvent pas dire que ça ne vaut rien. Enfin, du genre, il y a toujours mieux à faire que de faire de l'or. Donc, si vous achetez de l'or, forcément, vous allez rater une opportunité par ailleurs. Donc, vous le voyez d'ailleurs, aujourd'hui, il est impossible d'acheter des pièces d'or, un lingotin ou quoi que ce soit, au travers de votre banque. Et le discours des conseillers, c'est du genre, quoi, vous voulez faire de l'or, faites des actions, c'est beaucoup mieux, ou on a un petit placement sur 6 mois qui rémunère vos liquidités à 4,5. Enfin, jamais, plus jamais, depuis 30 ans, une banque ne va vous proposer un placement en or, ni même un fonds d'investissement, une SICAV, en or ou en matières premières. Ils n'en font pas. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de priver les épargnants de l'accès à la seule chose qui le protège vraiment. Dans l'État vraiment. comme dans le privé, on ne veut pas entendre parler d'or. Voilà, vous avez c'est exactement ce que je vous dis. Pourquoi ce rejet? Vous dites ceci, il y a cette phrase dans votre guide, les gouvernements occidentaux ne veulent pas que l'or fonctionne comme une monnaie dans leur société. C'est quoi le problème? Mais qu'est-ce qu'ils font depuis maintenant? Alors là, en Europe, les choses ont commencé à partir de travers on l'a vu avec la crise grecque. Bon, mais à la limite, on va dire les Grecs étaient peut-être en partie responsables de leur malheur. Bon, ils auraient peut-être été sanctionnés plus rapidement si Goldman Sachs n'avait pas maquillé les comptes de la Grèce. Mais bon, ils n'auraient probablement pas échappé à une situation de crise. Mais la Grèce, c'est petit. Et les épargnants grecs n'ont pas eu le réflexe pour se protéger d'aller chercher de l'or. Et ils ont pourtant perdu énormément. Tous les retraités grecs ont perdu une grande partie de leur épargne lorsque la dette grecque a été restructurée. Qu'est-ce qu'on a restructuré? La dette, c'était leur épargne. Les émissions du trésor grec, c'était l'épargne retraite des Grecs. Quand on a restructuré cette dette à moins 25%, ils ont perdu 25% de leur épargne. S'ils avaient tout converti en or, voilà, ils auraient sauvé. Mais vous me direz, ils auraient tout converti en dollars, ils s'en sortaient aussi bien. Voilà. Bon. Là où l'or devient vraiment primordial, c'est quand l'inflation devient incontrôlable. Voilà. Et le problème, c'est que l'inflation, il faut qu'on s'entende sur le terme. L'inflation, c'est pas seulement l'essence qui monte à la pompe, tiens, ça y est, maintenant c'est l'inflation, elle n'est pas justement en recul aujourd'hui? Alors, officiellement les chiffres officiels, ça fait rire tout le monde. Enfin, voilà. Donc tout le monde voit l'essence. Maintenant, il n'y a pas de carburant en dessous de 2 € sur l'autoroute, voire plutôt 2,20, 2,25. Alors vous dites, c'est l'essence qui monte. Mais en fait, la vraie inflation, c'est la valeur de la monnaie qui baisse. C'est le pouvoir d'achat de la monnaie qui baisse. Et la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie, c'est tout simplement parce qu'on en imprime à tour de bras. À tour de bras et qui ne correspond pas à de la richesse future. Ouais. J'investis $100 et à la fin j'ai $120 parce que j'ai... Actuel ou futur même. Voilà. Mais disons que l'investissement a produit des fruits et donc du coup j'étais endetté de 100 mais à la sortie j'ai produit 120. Là en France on produit 100 de dettes et on se retrouve à la sortie avec 120 de dettes. En gros c'est ça. Donc là on est là sur quelque chose une situation qui peut devenir compliquée. Pour l'instant, la mauvaise forme de nos finances n'impacte pas encore l'euro. Mais à partir du moment où la Banque Centrale Européenne serait obligée de racheter notre dette comme elle l'a fait avec la dette italienne, ça veut dire qu'on va de nouveau imprimer des euros. Donc on les crée à partir de rien, non pas pour créer de la richesse future, mais pour boucher le trou de maintenant. Et alors là, quand on imprime de l'argent à partir de rien pour produire 0 profit futur, on dévalue la monnaie d'autant d'unités créées. Donc si j'augmente ma masse monétaire de 5% pour revenir en aide à la France ou qui vous voulez, vous allez dévaluer de fait la valeur de l'euro de 5%. Si c'est de 10%, vous aurez dévalué votre monnaie de 10%. Depuis la crise... Depuis 2020, en fait, il a été imprimé aux États-Unis pratiquement 40% de masse monétaire en plus. Théoriquement, le dollar aurait dû reperdre 40% de sa valeur. Tenez-vous bien,
depuis la crise, enfin depuis les confinements de 2020, l'or a pris combien? A pris 40%. Ouais. Alors, pour un Turc, puisqu'on vient d'avoir les dernières statistiques de l'inflation en Turquie, en rythme annuel, ils sont à 70%, 69,7%. Donc le Turc qui convertit toutes ses lires en or, il est à l'abri. Mais il fait mieux, là, cette fois-ci, que le dollar. Tout à l'heure, je vous disais, on pouvait toujours dire aux Grecs de 2010, acheter du dollar ou de l'or, c'était pareil. Là, c'est pas du tout pareil. Parce que le Turc qui aurait converti ses lires l'année dernière, exactement là, début mai 2023, aujourd'hui, non seulement il aurait sauvegardé totalement son capital, mais il aurait 25% en plus. Voilà. Donc vous voyez, par rapport à 2010, la situation a changé. Alors, justement, vu la situation, beaucoup redoutent un krach financier qui serait encore plus puissant que celui en 2008. Nous avons récemment assisté au naufrage de plusieurs banques. C'était le cas de la Silicon Valley Bank aux États-Unis ou le Crédit Suisse, mais toujours pas de krach. Pourquoi jugez-vous finalement ce krach inévitable ? Parce qu'il y a tellement de gaz dans la pièce qu'à la moindre étincelle, ça sautera. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que l'étincelle va arriver le plus tard possible. Mais la pièce est absolument remplie de gaz. Mais ceux qui remplissent la pièce de gaz, ils n'ont pas l'intention de faire quelque chose pour retirer du gaz ? Ah non, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de retirer de la pièce tout ce qui produit de l'électricité statique. Il ne faut pas qu'il y ait d'étincelles. Voilà. Donc, pour pas qu'il y ait d'étincelles, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait d'articles qui sortent dans Le Monde ou dans un grand média qui disent que la situation est explosive et que les créanciers de l'Europe sont sur le point de ne plus nous suivre. Parce que c'est ça le vrai danger. C'est le jour où les créanciers ne nous suivent plus. C'est là que le krach arrive. Et les créanciers cessent de suivre à partir du moment où ils pensent que le processus actuel qui consiste à émettre de la monnaie pour rembourser une dette qui n'est pas remboursable, tant qu'on est capable de lever des fonds ou d'aller prélever sur l'épargne des gens, parce que c'est ce qui va se passer en France, c'est ce qui s'est passé ailleurs et c'est ce qui se passera en France, on va aller prélever l'épargne, tant que le créancier pense que l'État a cette capacité à aller plumer l'épargnant et le contribuable. Justement, sur quoi l'État compte-t-il aller prendre l'épargne des Français ? Est-ce que vous pouvez nous parler des placements à risque ? On parle beaucoup du livret A, Bruno Le Maire en a parlé dans le cadre de la guerre en Ukraine, et des assurances vie. Quels sont les autres placements à risque ? Qu'est-ce qui est à risque aujourd'hui ? Tout. Alors, on va déjà commencer par le risque avéré. Pour que nos auditeurs comprennent bien que je ne parle pas d'une hypothèse et que je ne fais pas j'essaie pas de jouer sur les peurs pour vous dire attention, il faut prendre des mesures. On va déjà commencer par ce qui ne va pas. Et ce qui est prouvé, les fameuses SCPI, les placements en pierre-papier, il y a maintenant un vrai problème de solvabilité. Les gens conservaient ces placements ou amplifiaient parce que chaque année, ils recevaient un état où ils avaient reçu d'abord un très bon rendement locatif et en plus de ça, la valeur de la part avait augmenté. Puis là, d'un seul coup, l'immobilier est en crise, les prix ne montent plus, les loyers, on ne peut pas les relever à l'infini. On voit que malheureusement, il y a de plus en plus de pauvreté et très compliqué pour les classes moyennes de faire face au coût du logement. Donc là, c'est fini, on est arrivé au bout. On ne peut plus monter les loyers et le prix de l'immobilier ne peut plus monter. Donc là, deux raisons de sortir de la pierre-papier. Et qu'est-ce qu'on constate ? Il n'y a pas l'argent. Les gérants de ces fonds ne peuvent pas restituer leur épargne à ceux qui ont souscrit. Donc ils mettent en place des échéanciers. Vous allez pouvoir récupérer vos billes au bout de 12 mois. Alors que quand vous êtes entré, il y avait de la liquidité, on pouvait sortir, rentrer, c'était pas problématique. Donc aujourd'hui, on a déjà les SCPI qui sont problématiques. Je pense qu'on ne tardera pas à voir également tous les fonds obligataires orientés immobilier d'entreprise, enfin immobilier de bureau. Aux États-Unis, c'est une cata, ça y est, c'est là aussi, je vous parle de quelque chose, ça s'appelle un krach. Vous avez des taux d'inoccupation phénoménaux, aussi bien à New York qu'à San Francisco. Oui, les gens restent travailler chez eux maintenant. Voilà. Il y a le cas d'un immeuble qui avait été acheté par un fonds de pension de retraite canadien il y a 3 ans. 70 millions de dollars, il a été revendu pour $1 symbolique.
Bon, peut-être que dedans, il y avait de l'amiante, des travaux à faire, enfin tout ce que vous voulez. Mais n'empêche que l'immobilier de bureau s'est complètement effondré. Et pour l'instant, on ne voit pas à quel moment le processus peut se retourner. Ou alors, il faut qu'on dise à tous les gens, vous revenez au bureau et vous faites 4 jours sur 5, obligatoire. Il faut qu'on remplisse les bureaux et les plateaux. Donc, l'immobilier de bureau est en crise aux États-Unis, gravissime. En Chine, le secteur immobilier est en crise gravissime. Oui, le géant Evergrande, 65 à 70 millions de logements invendus ou pas achevés, donc ceux-là ne sont même pas vendables. Et on a en Chine une baisse de l'immobilier qui est de l'ordre de moins 25 en 2 ans. Et moins 25 en 2 ans, c'est une chute plus rapide que l'immobilier au Japon, avec le krach mémorable qui aujourd'hui est enseigné dans les universités. On vous explique pourquoi la bulle immobilière avait gonflé à Tokyo et que l'immobilier dans le centre de Tokyo valait autant que la totalité de l'immobilier aux États-Unis. Enfin, c'était un truc de fou. Mais sur les assurances-vie et les livrets A, parce que les Français, c'est vraiment ça qui les intéresse plus, parce qu'ils sont concernés au premier chef par leur petit livret A, quoi. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a ? Alors, le livret A, il n'y a pas de souci. Je pense que je ne vais pas faire peur aux gens en disant attention, votre livret A. Par contre, ce que l'État pourrait décider de faire, c'est que pour l'instant, le livret A, c'est pas fiscalisé, ça pourrait décider qu'on met une taxe. Voilà. Bon. L'assurance vie, on peut mettre tout dans l'assurance vie, à commencer par des SCPI. Donc les gens qui ont mis des SCPI dans leur assurance vie, ils voient le prix des parts baisser. L'obligataire, on en parlait tout à l'heure, ceux qui ont mis des placements en euros, c'est-à-dire en fait en bons du trésor, ils ont perdu 15%. Donc dans l'assurance vie, il y a déjà des choses qui sont problématiques. Voilà. Les actions, là, ça tient toujours, c'est en lévitation, mais pour combien de temps ? Et sur les assurances vie, on entend souvent le fait que l'État et l'Union européenne, par une directive, auraient le droit de venir taper les contrats d'assurance vie des Français en cas de krach. Alors, une loi a été votée il y a déjà 4 ou 5 ans qui dit que les intermédiaires financiers, s'ils se retrouvent en difficulté, s'il y a un krach, mais un krach les mettra en difficulté, ils doivent compter que sur leur propre force. C'est-à-dire que ça veut dire que la loi dit que l'État ne va plus venir sauver la mise d'une Société Générale, d'un Crédit Suisse racheté par UBS, etc. Voilà. C'est ce que dit la loi. Donc, évidemment, si demain vous avez Generali, AXA ou d'autres qui font face à des retraits massifs de la part des épargnants, ils disent tiens, si l'État veut venir me taxer mes plus-values ou veut m'obliger à souscrire un nouveau grand emprunt européen, tout ça, et que moi j'ai pas envie, que je veux retrouver ma maîtrise et mon autonomie de gestion, si les gens se mettent à retirer l'argent de l'assurance vie, les assureurs pourraient très très vite se retrouver confrontés au même problème de liquidité que les entreprises qui gèrent un patrimoine immobilier sous forme de SCPI, et qui à ce coup se retrouvent confrontés à ce même problème. Comment je restitue leur épargne ? Et ça, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de directive européenne qui dise on va taper dans l'épargne. C'est une directive européenne qui dit aux banques et aux assureurs débrouillez-vous pour retrouver des ressources, trouver des créanciers, débrouillez-vous pour lever des fonds. Et les banques, elles sont dans quel état actuellement ? Plutôt en négatif ou en positif ? On a vu les résultats de la Société Générale qui étaient en forte baisse, et on a vu ceux du Crédit Agricole qui étaient en forte hausse. Alors après ça, vous avez des ajustements, des survaleurs, enfin bon, bref. Le bilan des banques est pas mauvais pour l'instant. 2023 n'est pas une annus horribilis pour les banques. Mais n'empêche que les encours à risque augmentent fortement. Aux États-Unis, c'est terrible. On est au sommet historique en termes d'encours de dette sur les cartes de crédit, et on est au top historique des défauts de remboursement sur les cartes de crédit, au top des défauts et des encours sur les prêts automobiles, au top
des encours et des défauts sur les prêts étudiants. Pour l'instant, la seule chose qui tient à peu près, c'est les prêts immobiliers, mais pour combien de temps ? Voilà. Donc en Europe, le phénomène est quand même moins marqué, mais il y a un moment ou un autre, il va aussi y avoir de l'insolvabilité. Il va y avoir des gens qui ne remboursent plus leurs prêts, ceux qui sont à découvert le 15 du mois ou même le 10. Vous comprenez bien que là, il va y avoir beaucoup plus de soucis et les banques vont devoir provisionner davantage. Donc pour l'instant, on n'est pas encore en crise, mais tous les éléments, tous les ferments sont bien en place. À commencer peut-être par le premier, comprendre que la monnaie aujourd'hui n'est plus adossée à un actif tangible comme l'or, mais sur la confiance que les Français peuvent avoir dans leur gouvernement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie fiduciaire, qui n'est donc plus adossée à rien. Et quand on comprend que cette monnaie est une imposture pure, c'est là que vous proposez d'acheter de l'or physique, et on en parle justement dans un instant. Évoquons à présent l'or avec notre invité Philippe Béchade. Alors, on le disait en début d'entretien, Philippe Béchade, l'or est communément vu comme une valeur refuge en cas de crise. Qu'est-ce qui rend ce métal précieux si sûr ? Ce qui est sûr déjà, c'est qu'il y a 5000 ans, grosso modo, de confiance dans l'or. L'or n'a jamais trahi son porteur. L'or s'est jamais dévalué de lui-même. Bon, il a cette propriété physique, il est inaltérable. Mais au-delà de la fascination pour le métal, c'est le seul actif qui a toujours inspiré de la confiance parce qu'on ne peut pas l'imprimer. On ne peut pas décider d'imprimer de l'or. Alors, si depuis une quarantaine d'années, on imprime quelque part de l'or au travers des options, des contrats sur l'or, je crois qu'aujourd'hui, on doit être à 500 contrats pour une once d'or physique, mais là, le véritable marché, c'est l'or physique, et celui-là n'a jamais trahi ceux qui... n'a jamais trahi les détenteurs. Donc, d'une chose. Deuxièmement, l'or n'est la dette de personne. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un risque attaché à l'or qui risque de le dévaluer parce qu'il devrait quelque chose. C'est le problème majeur d'un bon du Trésor. Si d'un seul coup, la confiance se dissipe, ça va très très vite. Et là, d'un seul coup, la confiance dans la monnaie, dans une émission obligataire, s'effondre. C'était le problème des assignats. C'était le problème des assignats, la faillite de l'eau. Il y a des exemples comme ça. Le dernier pays d'ailleurs européen à avoir fait faillite, je crois que c'est la Suède. Vous voyez, donc d'un seul coup. Mais alors vous nous dites que ces derniers mois, l'or a pris 40%. Par rapport, oui. Expliquez-nous ça. Alors, il a pris 20%, par exemple, depuis le 15 février. Voilà, il est passé de 2000 à 2004. Revenu un petit peu après, autour de 2320. Mais est-ce qu'il y a une différence entre le prix et le cours de l'or ? Non, le prix de l'or et le cours, c'est quelque chose d'à peu près égal. Les gens vont trouver vont trouver des valeurs différentes selon les contrats. C'est-à-dire que si vous prenez un contrat juin, septembre, etc., il y a dans les contrats, plus on est éloigné dans le temps, plus il y a ce qu'on appelle un coût de portage. Donc, vous trouvez des prix peut-être plus élevés sur des contrats décembre. Mais grosso modo, non, le cours spot de l'or et le cours auquel vous pouvez l'acheter est à peu près égal. Ce qui est vrai, donc, sur les lingotins, sur l'or physique brut, ce qui n'est pas le cas sur les pièces d'or, puisque là, il y a quelque chose qui se rajoute qui s'appelle la prime. Voilà. Alors, vous expliquez que l'or est facile à acheter, à conserver, à vendre. Quelle forme les investissements dans l'or peuvent-ils prendre ? Il y a trois formes principales. Alors, il y a celle que nous recommandons, et il se trouve que c'est exactement la même stratégie qui est appliquée par la Banque centrale chinoise, d'Inde, Pologne, qui a acheté 60 tonnes d'or quand même en 2023, et d'autres banques centrales achètent de l'or physique. D'autres... Alors, les banques centrales veulent de l'or pour elles, mais elles n'en veulent pas pour les citoyens. C'est ça qu'il faut comprendre. En Chine, la Chine étant le principal acheteur d'or sur la planète,
C'est pas seulement parce qu'ils ont 1,4 milliard habitants, l'Inde en a autant, mais tout simplement parce que les Chinois se sont pris une telle claque sur l'immobilier. Je vous en parlais tout à l'heure, des 25% de baisse, qui est quelque chose d'extrêmement brutal. Donc les Chinois ont pris une telle claque sur l'immobilier qu'aujourd'hui ils diversifient et ils en reviennent à un placement qui est quelque chose là aussi qui est millénaire, voire plurimillénaire dans la culture chinoise. Ils en reviennent à l'or. Pour l'Inde, ça n'a jamais... ça a toujours été un placement favori, même avant l'immobilier. Voilà. Donc les Chinois reviennent vers l'or. Mais la Banque centrale chinoise, la Banque centrale indienne et la Banque centrale russe achètent de l'or, en plus pour se dédollariser ou pour s'immuniser contre une éventuelle baisse future également de l'euro. En fait, les banques centrales des pays asiatiques ou des BRICS ne veulent plus avoir en réserve de la monnaie fiat, c'est-à-dire de la monnaie que l'on peut imprimer. Voilà, on appuie sur un bouton et on vous sort là en 2 ans aux États-Unis, ils ont imprimé 40% de masse monétaire supplémentaire. Voilà, donc ça, il y a des banques centrales qui ne veulent plus détenir ce genre d'actifs dont ils ne maîtrisent pas la valeur, puisque c'est l'émetteur qui peut dire du jour au lendemain, voilà, il y aura plus de dollars, plus d'euros, etc. Alors, en cas de crise, pourquoi vous dites qu'il faudrait se méfier, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, de la réaction des gouvernements ? Alors, je vais répondre, je vais être complet sur la question précédente qui était comment on achète de l'or, donc sous forme physique, lingot, lingotin, pièces d'or... Ça, on va le détailler, on le détaillera ensuite. Ok, parce que c'était voilà. Et une façon que les financiers ont de détenir de l'or, eux, par contre, c'est leur papier. C'est-à-dire des contrats à terme, des soi-disant certificats où l'or serait, soi-disant, votre certificat vous permettrait de demander la conversion de l'or et on vous enverrait... Non, il faut acheter de l'or physiquement. Ouais. Ça, c'est une promesse. On va en parler. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Voilà. Donc alors pourquoi est-ce que les gouvernements... En cas de crise, il faudrait se méfier des gouvernements. Parce que les gouvernements, je pense qu'ils ont fait la démonstration imparable de leur incapacité à gérer sainement les finances et à générer de la valeur. Les États sont des consommateurs de valeur et le gouvernement français, c'est, je pense aujourd'hui au monde, celui qui consomme le plus qui confisque le plus de la valeur créée par les rares qui aujourd'hui portent l'économie française, c'est-à-dire les entrepreneurs, les salariés. Taux de prélèvement obligatoire maximum. Taux de prélèvement obligatoire maximum. Grosso modo, sur ce que vous verse sur votre fiche de paye, il va vous rester moins de 44% de ce qui est versé. Et une fois que vous avez acquitté la TVA, grosso modo 20%, ça veut dire qu'en fait, entre 1 euro, enfin l'euro que vous avez créé, ne vous en revient que 45 centimes, et après TVA, il vous reste 25 centimes dans la poche. Donc grosso modo, voilà, vous créez 1 euro de richesse en France, 75% revient dans les poches de l'État. D'accord. Voilà. Et l'État n'en a pas encore assez. C'est-à-dire qu'après avoir fait revenir 75% de la richesse créée, il lui faut encore plus d'argent pour finir ses fins de mois, et essentiellement pour payer des gens qui contrôlent l'application des normes, ou des strates supplémentaires, la région qui domine le département, qui domine la communauté de communes, l'intercommunalité. Et à chaque fois qu'on rajoute une strate administrative, on rajoute des gens qui contrôlent ce que fait la strate précédente, et ce sont des frais à n'en plus finir. Mais c'est surtout que l'empilement des normes, c'est déjà agaçant de devoir se plier à des normes qui tombent comme ça du ciel, enfin du ciel de Bruxelles, décidées par des gens qu'on ne connaît pas, des décisions qui ne sont même pas validées par un vote du Parlement, hein, c'est des décrets, ça nous tombe dessus, on doit appliquer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que la norme qui contraint celui qui doit la respecter, il y a aussi tout ce que ça coûte de vérifier son application.
Et alors ça, pour un gouvernement, par contre, dont la base électorale est quand même constituée de gens qui vivent de ce que le gouvernement veut bien leur donner à la fin du mois, c'est une façon d'ancrer sa clientèle. Si vous n'êtes pas pour la technostructure européenne et que vous voudriez simplifier les millefeuilles administratifs ou faire comme Javier Milei en Argentine, supprimer un ministère sur 2 et tout privatiser, là vous avez des centaines de milliers d'emplois qui disparaîtraient du jour au lendemain parce que d'un seul coup on s'apercevra qu'on n'a pas besoin de ces contrôleurs, de ces contrôleurs de contrôleurs et de ces super contrôleurs de contrôleurs de contrôleurs. Alors, évoquons bien l'investissement dans l'or à présent. Vous conseillez d'investir dans l'or à hauteur de 15% du total d'un patrimoine, le reste pouvant être investi sur les marchés actions. Mais si un krach survient, tous ces produits financiers, 75% restants investis, ne risquent-ils pas de tomber dans les oubliettes ? Alors, ça serait vraiment imaginer une catastrophe absolue. Je pense qu'il faut raisonner sur des hypothèses raisonnables, mais tout à fait déplaisantes également. Bon, si c'est la catastrophe, tout le monde est dans la catastrophe, voilà. C'est le grand reset, et puis on ne sait pas, on repart peut-être pour un monde meilleur. Par contre, moi, ce que je vois bien, c'est qu'on va essayer de poursuivre ce monde qui est de plus en plus désagréable, de plus en plus contraignant. Le grand reset, je ne sais pas s'il nous promet un monde meilleur, mais vu ce qui est annoncé. Évidemment. Par contre, ce que je vois bien, c'est qu'on va continuer de prolonger la lente agonie, on va dire, de ce dont on a hérité après la Seconde Guerre mondiale. Agonie également des principes de notre démocratie. Et puis aussi l'agonie d'un truc, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais les atteintes à la propriété privée, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant. Et quand vous possédez votre or physiquement, la personne peut venir vous le prendre. Oui. Alors que votre logement... Oui, mais les 75% restants, vous ne me dites pas ce qu'ils vont devenir s'il y a un krach qui arrive. Les 75% investis en produits financiers style action, s'il y a un krach... Ça peut être moins 50, moins 60, pourquoi pas ? On ne sait pas. Donc si on veut vraiment être... totalement sécure, on met toute notre épargne, ou 80%, dans l'or. Voilà. Alors ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes convaincu qu'il y a énormément de pièces, de gaz dans la pièce, et qu'il ne manque plus que l'étincelle, donc ça veut dire que vous êtes vraiment adverse au risque. Ouais. Donc le risque, c'est ce que vous nous avez un peu expliqué tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup de gaz et qu'il suffisait d'une petite étincelle. Là. Et que l'étincelle, donc, elle a déjà fait exploser la bulle immobilière, elle a déjà fait exploser la bulle obligataire. Il ne reste plus que les actions, et là ça va être terrible parce que aujourd'hui aux États-Unis les actions représentent 185% du PIB américain. Donc quand on voit cette bulle action qui grossit, on n'a peut-être pas forcément envie d'investir dedans. Voilà. Donc si vous êtes adverse au risque, il faut regarder ce sur quoi vous ne risquez pas grand-chose, et surtout le phénomène sur lequel je veux attirer votre attention, c'est qu'aujourd'hui, l'État, et on l'entend par des petites phrases, des ballons d'essai, est en train de nous expliquer qu'il va venir nous faire les poches. Ouais. Il nous le dit. La rente, on va la taxer. Qu'est-ce que c'est que la rente ? C'est l'épargne que vous avez réussi à mettre de côté après avoir été taxé de toutes les manières possibles et imaginables. Et même ça, après qu'on vous ait taxé, retaxé et surtaxé, on va vous dire que votre épargne, finalement, si elle rapporte, il faut aussi encore plus le taxer. Si vous êtes propriétaire d'un logement, alors on va expliquer d'abord que si vous êtes F, vous avez une cotation F ou G, vous ne pouvez plus le louer. Donc vous ne disposez plus de votre bien. On va même vous expliquer que si vous avez un bien G, que vous n'avez pas les moyens vous-même de financer les travaux, aller rénover une vieille maison dans le Larzac qui vaut 20 000 euros, vous avez 25 000 euros de travaux dedans, le gars qui loue, il va pas faire les travaux, enfin, c'est évident. Même ses héritiers ne rentreront même pas dans leur investissement. Donc l'immobilier, on est attaqué, notre droit à la propriété est attaqué de toutes parts. Et qu'est-ce qui va arriver également aux gens qui possèdent des biens non loués ? Vous allez voir que ça va taxer. Revenons à l'or, Philippe Béchat, s'il vous plaît. Donc, le marché de l'or, il propose plusieurs formes. Il y a les pièces, il y a les lingotins, les lingots et les barres. Donc, qu'est-ce que vous conseillez
aux Français qui voudraient acheter de l'or? Bien. Ça dépend de la durée de détention et de l'usage qu'on veut en faire. Si on veut avoir quelque chose de facilement monnayable partout dans le monde, que vous soyez au sud de l'Argentine, voilà, les pièces, elles ont un cours planétaire identique partout. Ça, que vous soyez à Hong Kong, que vous soyez à Anchorage ou que vous soyez en Tasmanie, le Napoléon, il vaut 360 ou 380 €. L'Union latine, c'est pareil. La 50 pesos mexicains ou la 20 $, elle vaut aujourd'hui 2700 $. Partout dans le monde. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous balader avec. N'importe où dans le monde, cette Donc pièce. les pièces, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et Voilà. après, les pièces, le monde des pièces se divise en 2 catégories. Donc celle avec un or 24 carats frappé après 1800 et les autres. Alors, il faut s'orienter vers quoi? Quand vous nous parliez du Napoléon, ça rentre dans quelle catégorie, par exemple? Alors, les Napoléons rentrent dans la catégorie des pièces qui ne sont pas c'est pas de l'or pur. Les pièces en or pur, elles ont un petit défaut, c'est qu'elles sont fragiles. Voilà. Si on a Oui, ensuite parce que frappé 24 carats, ça veut dire que c'est un alliage d'or avec de l'argent pour blanchir l'or ou avec du cuivre pour le rosir. Ouais, voilà. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que la pièce soit très très liquide. C'est-à-dire vous pouvez la négocier n'importe où dans le monde. Si vous avez des éditions un petit peu rares, etc., à la limite, c'est plus à vendre entre spécialistes, entre numismates. Donc, en tant que placement, il faut avoir une pièce qui a le même cours partout dans le monde. Et puis alors, si vous prenez le rand sud-africain, non seulement vous avez une pièce qui est négociable partout, mais comme ça, à cours légal. C'est-à-dire que si vous faites une plus-value sur le rand, cette plus-value n'est pas taxée. Le problème, c'est que le rand, aujourd'hui, il y a une prime à l'achat, parce que justement, ce fait qu'elle ne soit pas fiscalisable fait qu'elle est plus chère. C'est-à-dire vous payez la pièce beaucoup plus cher que son poids d'or. Voilà. Alors, à côté de ces pièces, il y a aussi ce que l'on appelle les jetons, qui ne sont pas frappés par une banque centrale, mais par une entreprise privée et qui n'ont pas de valeur faciale. Qu'est-ce que vous pensez de ces investissements dans les jetons? Qu'est-ce que ça vaut? Le jeton, c'est je dirais, un lingotin sous forme ronde, tout simplement. Ouais. Donc c'est l'entreprise privée qui met son tampon donc dessus. Elle peut très très bien décider de frapper une pièce qui fait 7 grammes et quelques, comme un Napoléon. On nous met 7 grammes et demi dessus. Voilà. Donc vous avez cette valeur d'or. Ouais. Vous pouvez avoir une once, donc c'est facile. Vous savez que vous avez 2330 € dans la main. Voilà, vous avez juste le poids d'or. C'est pas du 999,9, mais grosso modo, c'est quand même le poids d'or. Et puis après ça, si vous avez un plus gros patrimoine, évidemment, vous allez peut-être vous tourner cette fois-ci vers des lingots où là, on est plutôt autour de 64-65 000 € ou plus de 71 000 si c'est en dollars. Ça prend pas beaucoup de place. Et en 6-7 lingots, ça tient vraiment dans une toute petite mallette, vous avez quand même emporté avec vous l'équivalent de 500 000 $ ou de 500 000 €. Ça permet de voir venir. Voilà. Quant aux pièces, là, vous allez avoir un tube avec vos pièces, etc. Elles sont aussi négociables. Alors, deuxième question qu'il faut évidemment se poser quand on achète de l'or, c'est comment le conserver. Ce qui peut avoir un prix. Alors, conseiller, vous évoquez les manières dont on peut conserver notre or. On peut le conserver chez soi, on peut le conserver à la banque, dans un coffre loué ou chez un tiers qui propose cette prestation. Donc, je suppose que vous n'êtes pas de ceux qui conseillent d'entreposer son or à la banque. Pourquoi pas? S'il y a un crack... Non, ça c'est je veux récupérer mon or. Non, le coffre vous appartient. Enfin, c'est insaisissable. La banque peut faire faillite. Le contenu des coffres n'appartient pas à la banque. Ah bon? Ah oui, quand même. Toujours? Ah oui. C'est pas considéré comme un actif et... Non, c'est ça, la banque ne sait pas ce qu'il y a dans le coffre. D'ailleurs, c'est interdit de mettre de l'or au coffre. Ah non, pas du tout. Dans un coffre bancaire, c'est pas interdit de mettre de l'or? Non. Sinon, à quoi servirait un coffre? Ou alors uniquement pour mettre l'acte notarié de l'achat de quelque chose? Non, on peut mettre, on met ce qu'on veut. De l'or, des pierres précieuses. Donc vous conseillez à nos téléspectateurs, s'ils ont de l'or, de le mettre à la banque? Je le déconseille pas, en tout cas. D'accord.
On peut, mais ne pas tout mettre dans ce coffre. En mettre une partie. Garder chez soi, dans un endroit vraiment discret, pas dans un coffre parce que c'est trop facile à trouver. Ouais. Un jour, vous avez un cambrioleur qui un peu expérimenté, qui vous brasse un peu, puis qui psychologiquement vous fait bien peur. Vous allez finir par dire où est votre coffre. Ouais. Donc mettez 2-3 pièces dans le coffre parce que comme ça, si vous êtes attaqué, celui qui va l'ouvrir sera content. Et puis le vrai, il est quelque part dans le jardin si vous avez un jardin, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc on peut à un tiers ou à un coffre loué. Et voilà, ou alors un tiers qui loue des chambres fortes. Ouais. Alors là, on peut dire que c'est quand même quelque chose qui est inviolable, ou alors à moins d'envoyer une armée avec des canons. Et donc là, c'est détenu dans des centres forts, et vous avez la garantie, enfin on vous donne en tout cas la garantie que vous avez investi dans de l'or physique, et que vous avez exactement la quantité d'or physique que vous avez acheté. Si vous avez mis, par exemple, 72 000 $, pardon, vous allez avoir un lingot, 65 000 €. Voilà. Et on vous dit, voilà, vous avez bien un lingot stocké. Voilà. Donc ça, c'est un stockage extérieur. Par contre, la différence, c'est que vous perdez un petit peu l'accès physique à votre or. Il va falloir compter une bonne semaine. Si vous voulez récupérer des pièces, vous pouvez demander à ce stockeur distant ensuite de vous restituer des Napoléons, de la 20 $, etc., du rand. Et il va falloir qu'il vous le livre. Il va y avoir des frais, parce qu'évidemment, on ne peut pas vous le livrer comme ça sur un vélo. Ouais. Donc, mais quand vous dites, Philippe Béchade, qu'il faut mettre cet or hors du système bancaire, ah oui. Et vous nous dites, si la banque fait faillite, le contenu de votre coffre sera considéré comme un actif à liquider. Mais hors du système bancaire, le coffre qui est à la banque, il est hors du système bancaire alors ? Oui, le contenu du coffre n'appartient pas à la banque. D'accord. Voilà. Par contre, les titres que vous pouvez détenir, tout ce que vous avez sous forme numérique dans une banque, c'est saisissable. Ouais. Mais en cas de krach, si elle a plus de réserve, la banque, elle ne va pas être tentée d'aller chercher ce qu'il y a dans le coffre pour remettre les comptes à flot. D'abord, la banque, c'est un vol énorme. Elle a qu'une des deux clés déjà. Ouais. Théoriquement, elle ne peut pas ouvrir votre coffre. Ouais. Et c'est vous qui avez une des deux clés. Par contre, si vous avez, par exemple, des certificats, j'ai des certificats soi-disant convertibles auprès d'un broker britannique qui prétend avoir des stocks, et je n'ai qu'à exercer mon certificat. Tout ce qui est sous forme numérique dans une banque, c'est quelque chose que vous avez prêté à la banque. Ce que vous avez mis dans le coffre, vous ne lui avez pas prêté. C'est à vous. Mais tout ce qui est sous une forme numérique est éventuellement saisissable. Donc, la seule chose que la banque ne peut pas vous saisir, c'est si, par exemple, vous avez des actions sous forme nominative. Voilà. Dernière question, Philippe Béchade, qui évidemment va de soi. Si on a besoin d'argent et qu'on a mis de l'or au coffre, comment s'y prend-on pour récupérer notre mise, ou en tout cas une partie ? Alors, si vous avez acheté l'or en France et que vous avez pris la précaution de l'acheter chez un détaillant qui vous produit le certificat d'achat, qui a prélevé la taxe, etc., le jour où vous cédez, s'il y a de la plus-value, vous allez donc pouvoir prouver que vous avez acheté l'or à tel prix, et on va vous calculer la plus-value par rapport au prix d'achat qui est certain. Si par contre c'est de l'or hérité qui n'est pas déclaré, etc., en France, c'est le coup de massue. Donc là, je dirais qu'il vaut mieux prendre son or. Je rappelle que ça ne prend pas beaucoup de place, une petite mallette et tout. Et il vaut mieux aller peut-être le revendre à l'étranger. En Belgique, en Suisse. Pourquoi pas également dans des pays démocratiques. Hongrie, des Bulgarie. Non, ça, c'est... Voilà. Où vous n'allez pas vous faire taxer à mort. Parce qu'en France, si vous ne pouvez pas prouver à quel prix vous avez acquis l'or, là, c'est confiscatoire. La taxation est confiscatoire. Et sur la TVA, il est bien, vous écrivez en long, en large et en travers, que ça n'est pas soumis à la TVA alors. Que l'or n'est pas soumise à la TVA. Alors, l'or, non, mais il y a une taxe forfaitaire. Alors, ce n'est pas une TVA, puisque c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Donc, la taxe forfaitaire n'est pas une taxe sur la valeur ajoutée. Par contre, si jamais vous ne pouvez pas prouver l'origine et le prix d'acquisition, là, par contre, il y a une imposition forfaitaire. Et par contre, sur l'or dont on connaît
la plus-value de façon certaine, vous êtes soumis effectivement à la taxation au minimum à 30% sur la plus-value réalisée. Vous êtes donc, avec vos publications Agora à l'origine, Philippe Béchade, de ce guide pratique de l'achat d'or physique dont on mettra en description dans la présentation de ce numéro de Politique et Économie la manière dont on peut se le procurer. Merci à vous, Philippe Béchade, d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous recommande toujours de nous laisser vos commentaires et de partager un maximum cet entretien. Merci à vous, à bientôt, salut.